El Aswani, bonjour. Donc vous êtes invité d'honneur du Salon du Livre 2015 de Toulon. Ouais. Et vous venez dédicacer entre autres votre dernier ouvrage, Automobile Club d'Égypte, que vous avez situé dans les années 40. Ouais. Pourquoi ce choix? Pour plusieurs raisons. La première raison que je me suis senti attiré par cette époque, malgré le fait que je n'ai pas vécu. Mon père était écrivain connu en Égypte et avocat. Il était l'avocat de l'Automobile Club. Alors il m'a amené quand j'étais petit à l'Automobile Club et pendant les années 60, je passais des journées avec les serviteurs là-bas et la plupart de ces serviteurs avaient travaillé avec le roi. Alors il me racontait beaucoup d'histoires quand j'étais petit. J'ai senti cette atmosphère parce que le roi était toujours au club. Je pense que j'ai gardé ce sentiment à un moment donné. J'ai essayé de l'écrire. Aussi parce que c'est un challenge pour un romancier de changer le contexte, de présenter un roman avec un contexte qui est différent. Parce que ce qui compte en fiction, en littérature, à mon avis, c'est pas le contexte, mais c'est le contenu humain. C'est être capable de présenter des personnages vivants, de poser des questions humaines. Et j'essaye. Et donc on retrouve dans Automobile Club d'Égypte les mêmes thèmes que dans l'immeuble Yacoubian, c'est-à-dire l'arrogance des puissants, la misère des laissés pour compte, le nationalisme qui monte, on ne parlait pas encore d'intégrisme. Donc pourtant les personnages de l'histoire sont séparés de 60 ans. Donc en Égypte, rien ne change. Le combat, c'est le même. Malheureusement, on n'a pas jusqu'à maintenant réussi à construire un État avec un respect pour les droits de l'homme, pour la dignité des gens, pour leurs droits. Alors c'est un combat qui continue. L'Égypte a été occupée par les Anglais et après on a eu l'indépendance, mais on est tombé dans les mains des dictateurs. Alors pour moi c'est la même chose. Tant qu'on n'arrive pas à avoir un état de loi, un état démocratique, être occupé par les Anglais ou par une dictature locale, c'est la même chose. Ça donne les mêmes résultats. Et qu'est-ce qu'il reste de la révolution de 2011 ? Les jeunes, l'esprit de la révolution, le fait que les Égyptiens ont dépassé la barrière de peur. Pour moi, la révolution est un changement humain qui donne des résultats politiques. On n'est pas arrivé au résultat politique jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à la démocratie, mais les gens ne sont plus les mêmes. Et si on ajoute que 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 40 ans, alors c'est un peuple des jeunes, c'est pour cela que je suis optimiste. Et la situation des femmes ? La situation des femmes en Égypte était toujours progressive jusqu'à la fin des années 70. Avec le wahhabisme, qui est l'interprétation très fermée de l'islam, qui est soutenue par l'argent du pétrole, on a eu une autre image de la femme. Vous voyez, la femme comme un objet sexuel, le voile, le burqa, etc., ça n'existait pas en Égypte. Alors si vous voulez, il y a un conflit, il y a un combat pour la démocratie au niveau politique et parallèlement, il y a un autre combat à propos de la femme, à propos de la vision du monde. Il y a deux concepts, deux visions du monde, la vision wahhabite et la vision égyptienne. Je pense que la révolution, on a essayé de dépasser pas seulement la dictature, mais le wahhabisme. Et au niveau culturel, je pense qu'on a réussi. Au niveau politique, pas encore. Et vous, comment vous vivez en Égypte ? Je vis en Égypte, je suis dentiste aussi, j'ai mon cabinet dentaire. Je ne peux plus publier mes articles en Égypte maintenant.
ce n'est plus permis pour moi parce que le régime ne veut pas que j'écrive. Alors j'écris ailleurs, mais je ne peux pas publier en Égypte. Je ne me sens pas très confortable parce que j'ai beaucoup de camarades en prison. Mais je resterai en Égypte quand même. Donc vous l'avez dit, vous êtes optimiste sur l'avenir de l'Égypte et sur l'avenir du monde arabe en général. Oui, je suis optimiste parce que ce qui se passe en Égypte, le même rapport se passe avec des conditions un peu différentes. Chaque pays a ses conditions. Mais à la fin, ces régimes, soit des dictatures royales ou dictatures militaires, c'est fini. Vous voyez, ils sont contre l'histoire. Alors maintenant il essaye, mais je ne peux pas que les anciennes formules ne vont plus marcher dans le monde arabe. Vous voyez, on a besoin du temps, mais le changement a commencé. Ce qui se passe en Syrie, par exemple, en Libye et tout, c'est un drame. Hein, c'est quelque chose de terrible, mais au niveau de l'histoire, malheureusement, c'est normal. Après une révolution, il y a toujours des problèmes. Après la révolution française, la France a beaucoup souffert. Hein. Il y avait une guerre civile, il y avait des attentats, et même l'ancien régime est revenu au pouvoir. Mais à la fin, la France est arrivée à établir un État démocratique de la loi. J'espère qu'on va faire la même chose. Les dictatures sont en bout de course. Absolument. Absolument, parce que vous voyez, l'ancien régime, il a tout. Il a un ancien régime, il a l'argent, il a les médias, et aussi, il se défend. Hein, il défend des fortunes incroyables. Ils sont préparés pour tuer tout le monde. Comme on voit en Syrie, M. Bachar el-Assad. Il a tué de son propre peuple beaucoup plus que l'État islamique. Vous voyez, ça c'est classique. C'est qu'un dictateur, pour garder le pouvoir, il est préparé pour tout faire. Donc le thème de ce salon du livre de Toulon de cette année, c'est la Méditerranée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une écriture particulière pour les écrivains méditerranéens, du pourtour méditerranéen? Absolument. Je pense même à un concept plus grand, c'est que moi je crois qu'il y a une culture méditerranéenne. Moi je pense que les gens qui sont nés et qui vivent au bord de la Méditerranée, toutes et tous, ils partagent la même vision du monde, vous voyez, même s'ils étaient français, égyptiens, espagnols. Pourquoi? Parce que la Méditerranée vraiment présente une vision du monde, présente une culture. On est très ouvert, quand on est méditerranéen, on est très ouvert, on essaye de faire plaisir à tout le monde, on essaye on a aussi une tendance pour vivre, pour la joie de vivre, vous voyez. On est très ouvert pour les étrangers et je pense qu'on doit garder cette culture, on doit même présenter cette culture de manière plus efficace. Voilà, El Aswadi, je vous remercie. Merci à vous. Eddy Kadour, bonjour. Donc, bonjour. Vous êtes l'invité du Salon du Livre de Toulon de cette année et vous dédicacez entre autres votre dernier ouvrage, Les Prépondérants, dont l'histoire, l'intrigue se situe dans les années 20. Alors pourquoi ce choix des années 20 ? Au tout début des années 20, donc entre 1920 et 1923, une période assez courte. Au fond parce que l'idée du roman m'est venue le jour où j'ai trouvé dans la presse américaine cette histoire de cinéastes américains qui venaient tourner les extérieurs ou la totalité de leurs films orientalisants au Maghreb. Ils arrivaient, des équipes complètes, assez lourdes, d'une 60aine de personnes avec tout le matériel, et ils s'installaient. Et ça provoquait dans cette société coloniale très hiérarchisée et un peu compassée, ça provoquait un trouble qui ne pouvait que satisfaire le romancier, puisque ça faisait des histoires. Et voilà. Donc les prépondérants, c'est qui? Alors les prépondérants, c'est l'arrière-plan du roman en quelque sorte. C'est à l'époque et pour longtemps le lobby le plus efficace et le plus important
de la colonisation. C'est le lobby réactionnaire qui, en gros, entre 1900 et 1950, va réussir à faire échouer toutes les tentatives de réforme et de progrès en matière de liberté politique et institutionnelle dans ce Maghreb des protectorats. Et donc en 1922, par exemple, ils feront échouer une opération qui aurait permis d'accorder un début d'indépendance et des libertés fondamentales aux protectorats marocains et tunisiens. Et au fond, on en reprendra pour 30 ans. Et les choses ne pourront se résoudre que dans le milieu des années 50. Et donc dans ce roman, plusieurs mondes se côtoient, s'opposent même quelquefois. Et dans une ville qui est, on arrive à la situer quand même avec le protectorat. Bon, on peut imaginer que c'est la Tunisie ou le Maroc, par exemple, c'est un pays du Maghreb. Pourquoi rester dans ce flou? C'est une volonté? Je préfère rester dans ce flou parce qu'au fond, dans ma tête, j'ai deux expériences. J'ai vécu les 12 premières années de ma vie en Tunisie. Je suis ce qu'on appelle gentiment un couscous pomme frite. Ma mère était pied noir d'Alger et mon père était tunisien. Donc j'ai été installé en France au bout de 12 ans, on m'a mis dans un grand lycée parisien, on m'a dit travail. Et puis plus tard, je me suis retrouvé professeur coopérant français au Maroc. Et là, j'y suis resté plus longtemps qu'en Tunisie, je suis resté 13 ans. Et j'ai à nouveau appris l'arabe dialectal marocain. Et c'est là aussi que j'ai appris l'arabe classique, que j'ai passé une licence d'arabe au Maroc, etc. Et au fond, j'avais envie de mêler un peu les deux expériences, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes parlers, par exemple. Voyez. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était la problématique générale du protectorat. Ce n'était pas tel fait anecdotique précis. Voyez. C'était l'arrière-fond historique. Je ne voulais pas faire un roman historique. Je voulais faire un roman d'aventure, un roman des passions, qui est cette époque-là comme arrière-plan, mais sans rendre esclave en quelque sorte. Est-ce qu'il y aurait un lien avec aujourd'hui? Est-ce que c'est prépondérant? On pourrait les retrouver aujourd'hui? Ils ont un lien dans la mesure où ce qui s'est passé il y a presque un siècle peut un peu nous éclairer sur ce que nous vivons aujourd'hui ou sur ce que nous avons vécu récemment. Mais l'histoire ne se répète pas. On peut voir quelques linéaments, mais il n'y a rien de mécaniste là-dedans. Quel est votre regard justement sur ce qui se passe, notamment en Tunisie, puisque votre père était tunisien? Oui, mais, si vous voulez, j'ai pas plus d'éléments. Je ne suis pas un expert de la situation contemporaine. Vous voyez, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés et que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup, des gens comme Olivier Roy ou comme Henri Laurence, qui sont des spécialistes du Moyen-Orient ou du monde arabe et maghrébin plus généralement. Moi, j'aurais pas d'opinion différente de celle d'un téléspectateur ou d'un lecteur lambda, je dirais, donc c'est pas très intéressant. Si, je peux être, comme tout le monde, indigné, révolté, ému par ce qui se passe. En tant que citoyen, je peux participer à telle manifestation, à accomplir tel acte de soutien, mais pas plus, j'ai pas plus de droits qu'un autre dans ce domaine. Revenons à la littérature. Donc vous avez écrit beaucoup de poésie, vous êtes parti de la poésie. Comment on passe de la poésie au roman? Brutalement, c'était en 97, j'étais sorti dans les rues de Paris pour prendre des notes, pour en faire des poèmes. Et puis quand je suis rentré, par je ne sais quelle divagation, j'avais décidé d'écrire un gros roman d'aventure. Voilà. Et bien j'ai mis 7 ans, j'ai arrêté d'écrire des poèmes, j'ai mis 7 ans, et ça a été Waltenberg à l'époque, et depuis je continue à écrire des romans. Plus de poésie? Plus de poésie, mais l'activité fondamentale qui précédait la poésie, c'était la prise de notes. Je prenais des notes à la campagne, je prenais des notes dans les rues des villes, en permanence, et puis j'en faisais des poèmes. Maintenant, je continue à prendre des notes, mais je les verse dans le roman. Voilà. Et vous avez un prochain ouvrage Pas pour le moment, ce sont des linéaments, si vous voulez. Ce que j'ai gardé de la poésie, c'est une conception finalement à la fois assez simple et je dirais assez prenante. C'est au fond, c'est pas la poésie, c'est pas l'enjolivement. La poésie, c'est pas la préciosité, c'est pas la métaphore. La poésie, ce que j'ai appris en faisant, ce sont les mots les plus simples dans l'ordre le plus juste. Voilà. Et au fond, ça se retrouve aussi bien lorsque j'écris une page de roman. Oui, mais dans votre roman Les Prépondérants, on a justement le sentiment d'une écriture très dense, avec beaucoup de personnages, beaucoup d'humour aussi d'ailleurs. On est quand même assez loin de la poésie.
je dirais pas dense, dans la mesure où ça voudrait dire que les phrases sont extrêmement retorses, encombrées d'elles-mêmes, etc. Ce que j'ai surtout essayé de travailler, c'est le rythme. Vous voyez, et le rythme, cela signifie que chaque séquence du roman doit transmettre son énergie à la suivante, un peu comme des boules de billard, vous voyez, dont la première, quand elle heurte la suivante, lui transmet son énergie et la fait repartir. Voilà. C'est ça que j'ai essayé surtout de travailler, c'est cette façon qu'on peut avoir de faire en sorte que le lecteur ait envie de tourner la page, quoi. Et en même temps, qu'au bout d'un moment, il regrette qu'il ne lui reste plus trop de pages à tourner. Voilà, donc qu'il soit dans ces deux sentiments. Ça, si je réussis à faire ça, je suis content. Ouais. Donc le thème du Salon du Livre de cette année 2015 à Toulon, c'est la Méditerranée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une écriture particulière aux écrivains du pourtour méditerranéen? En ce qui me concerne, non. En ce qui me concerne, non. Vous savez, je suis cosmopolite. Moi, je suis un couscous pomme frite, mais au fond, après, je suis devenu cosmopolite. Quand je suis à Berlin, au bout de 4 jours, je me sens berlinois. Quand je suis à New York, au bout de 4 jours, je me sens new-yorkais. Je me sens bien partout. Je ne crois pas à la couleur locale ou à cette façon de s'enfermer dans un tiroir qui serait la Méditerranée, et puis l'Est de la Méditerranée ou le Sud de l'Est de la Méditerranée, etc. Bonjour. Magie. Donc, je voulais faire ce festival est placé sous le thème de la Méditerranée. J'aimerais savoir quelle est votre Méditerranée. C'est une question difficile, hein, parce que moi je suis un enfant de la Méditerranée. Je suis né à Alger, donc j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Annaba, qui est une ville de bord de mer. Et depuis 20 ans maintenant je vis à Paris, donc c'est en France et à Paris, donc je me suis un peu éloigné. Mais pour moi la Méditerranée, c'est à la fois le monde arabe, c'est le monde grec, c'est la romanité, c'est aussi les échanges, l'Afrique maintenant avec l'afflux de réfugiés, tout ça. Donc la Méditerranée c'est quelque chose de multiple pour moi c'est très difficile de répondre à la question de dire qu'est-ce que la Méditerranée pour moi. Voilà, ma Méditerranée c'est ma ville de naissance, c'est Alger, c'est la Grèce aussi parce que j'aime beaucoup y aller, l'Italie, enfin voilà, ce sont des villes comme ça. Alors mon premier roman c'était Chien d'Ulysse, donc c'est un livre qui est placé sous l'errance, c'est fait sous le signe de l'errance. Ulysse c'est vraiment l'errance méditerranéenne, hein. C'est quelqu'un qui passe 10 ans sur la mer et j'ai toujours pensé que l'écriture avait quelque chose à voir aussi avec ça. En tout cas pour moi l'écriture a à voir avec l'errance. Et ces thèmes qui me traversent depuis une quinzaine, voire une vingtaine d'années maintenant se retrouvent un peu malheureusement conforté par ce qui se passe avec les réfugiés, avec ces exils, ces exodes aussi, et c'est étrange. J'ai l'impression qu'un peu mon histoire personnelle rejoint un peu une histoire comme ça, un peu plus universelle en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il existe une écriture méditerranéenne? Non, je crois pas malheureusement. Ça serait réducteur de le dire, oui, on pourrait dire effectivement il y a une écriture méditerranéenne, mais je pense que c'est un peu un cliché, quoi. Donc il y a autant d'écriture qu'il y a de Méditerranée en fait. Et quelles règles, est-ce que vous avez une écriture merveilleusement fluide et qui emporte, quelles règles est-ce que vous imposez à votre écriture, à votre style? J'essaie de travailler beaucoup ce que j'écris, donc il y a effectivement il y a une conscience du style, une conscience du travail sur la langue en tout cas, et j'essaye d'avoir comme ça une écriture qui paraît fluide mais qui est le fruit d'un travail assez conséquent. De quel personnage, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans vos romans, des personnages de la littérature méditerranéenne et autres, de quel personnage est-ce que vous vous sentez le plus proche et pourquoi? Je citais Ulysse, je pense que Ulysse reste quand même pour moi emblématique quand même de la Méditerranée, du personnage méditerranéen par excellence, parce que Ulysse c'est tout, quoi. C'est le voyage, c'est la ruse, c'est l'intelligence, c'est l'évitement du conflit, c'est la manière aussi de vivre avec les autres, d'aller à la rencontre des autres. Ulysse c'est quand même un personnage très très emblématique pour moi. Pourquoi avoir prêté votre voix à Khaled Kelkal? Parce que ça m'intéresse le terrorisme. En fait, j'ai travaillé d'abord par mon histoire, parce que moi j'ai grandi ma jeunesse s'est passée dans les années 90 en Algérie pendant la guerre civile. Donc j'en ai parlé effectivement dans le Chien d'Ulysse en partie, et j'ai parlé aussi de l'autre aspect de la guerre civile, du terrorisme aussi. Et ça m'a intéressé par le 11 septembre et puis par Kelkal aussi. Est-ce que vous sentez
investi d'une mission en tant qu'auteur? Non. Pas du tout. Non, je me sens la mission d'écrire des livres parce que ça me fait plaisir et que j'ai décidé ça, voilà. Sinon, non. Et dernière question, que représente pour vous la ville de Toulon? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une ville que vous connaissiez, que vous avez découvert avec plaisir? J'étais déjà venu pour le salon du livre des éditions précédentes et pour moi c'est aussi une ville de Méditerranée assez importante. La rade de Toulon, j'ai visité la rade de Toulon ce matin, je suis désolé, je profite toujours des salons du livre pour faire autre chose. Donc. Mais le côté militaire du port est assez intéressant aussi parce que Toulon, on oublie, c'est aussi quand même c'est un port militaire aussi et c'était intéressant de faire cette visite et de voir tous les navires de la marine nationale et je trouve que c'est à la fois une ville comme ça qui est méditerranéenne qu'on pourrait penser paisible mais aussi c'est un port de guerre quand même et je trouve que c'est intéressant ce mélange quoi, donc ça m'intéresse quoi. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.